Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Ce samedi 17 novembre, la contestation des Gilets jaunes s'incarne dans les rues et sur les routes françaises. Né d'une contestation de la hausse des taxes sur l'essence, ce mouvement populaire est-il noyauté par l'extrême droite, comme semblent le penser plusieurs observateurs? Les Gilets jaunes sont très fâchés. Sont-ils aussi un peu fachos? Lors de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron a multiplié les erreurs diplomatiques, au point de fâcher Donald Trump et de créer une petite crise entre les deux hommes. Retour sur une cérémonie dédiée à la paix qui a fini par tourner à la guerre. C'est une annonce qui a de quoi effrayer les amoureux de la liberté d'expression. Emmanuel Macron et Facebook ont annoncé un partenariat pour censurer notamment les discours dits de haine. Une coopération approfondie entre les deux entités qui laisse très sérieusement planer la menace d'une dérive autoritaire. Et comme chaque semaine, vous retrouverez le zapping et les tweets d'immédiat. Comment est née la grogne des Gilets jaunes? Eh bien, un article de Libération du 12 novembre nous apprend que tout est parti d'une pétition réalisée mi-octobre, qui compte aujourd'hui plus de 800 000 signatures, et d'un relais sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook. On a également la prise de parole en vidéo d'une femme, Jacqueline Moreau, qui a été vue par des millions de Français et qui a donc donné une résonance nationale et d'ampleur à ce phénomène des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est également un mouvement sans chef, sans hiérarchie et spontané. C'est en tout cas ce que nous dit l'Obs dans un article qui décrit ce mouvement comme un mouvement de ras-le-bol et de colère spontanée. On a également Le Figaro qui abreuve dans ce sens en déclarant qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, en donnant la parole à Bernard Vivier, qui est directeur de l'Institut supérieur du travail, qui déclare ceci: nous ne cherchons pas de chef d'orchestre, la base s'exprime avec des figures de circonstance. Ce mouvement spontané, ce mouvement sans chef, il tétanise l'exécutif. C'est en tout cas ce que nous dit Le Figaro, qui parle d'un exécutif tétanisé par la grogne des Gilets jaunes. Même regard d'une certaine manière pour France Info, qui traite ce mouvement avec un article particulier, hausse du prix des carburants, que risquent les Gilets jaunes en manifestant le 17 novembre. Alors c'est intéressant, et vous aurez peut-être envie de rebondir là-dessus Jean-Yves, mais c'est effectivement un article qu'on ne voit peut-être pas pour certaines autres manifestations. Non, alors il s'agit de dissuader des gens, beaucoup de gens qui vont manifester ou qui manifestent le 17 novembre, ils n'ont pas l'expérience de la manifestation, il s'agit de leur faire peur, de leur faire croire que ça peut très mal se terminer. Alors, c'est pas tout à fait faux, parce que si vous appliquez le code de la route de manière absolument systématique, vous pouvez retirer 1 million de permis en une journée. Si vous appliquez le code pénal de manière absolument systématique, vous pourriez mettre des millions de personnes en prison. Il y a tellement d'incriminations possibles que tout est possible. Donc on cherche à faire peur aux gens. Évidemment, c'est quand même très, très, très artificiel parce que dans toute manifestation, il y a toujours des choses qui sont aux limites de la légalité. Et je crois que les Gilets jaunes n'ont pas de raison d'avoir peur. Mais les médias veulent leur faire peur pour les dissuader, puisqu'ils considèrent quand même que c'est une manifestation pas très politiquement correcte, alors que quand il y a des manifestations politiquement correctes, ou qui vont dans le sens qui plaît aux médias, on va jamais dire attention à ce que vous risquez, si vous bloquez la route, si vous bloquez le chemin. Non, on va jamais dire ça. Comme un écho à ce que vous dites, on a également Alain Duhamel, qui est éditorialiste pour RTL, qui sur Twitter a rappelé que ceux qui manifesteront sont aussi pénalement responsables individuellement des conséquences de leurs actes. Donc c'est effectivement dans cet esprit... Alors là, ça va très loin, parce que qu'est-ce qu'il appelle les conséquences? Ça peut être des conséquences très lointaines. Donc, mais on sait très bien que Duhamel, c'est un peu du journalisme flic, ça, hein, puisque c'est du journalisme qui incite à la répression, quoi. Voilà. Mais Duhamel, ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'il défend tous les pouvoirs, donc il défend le pouvoir de Macron, comme il a défendu le pouvoir de Giscard, et avant, je sais pas, celui de Pompidou, voire celui de De Gaulle. Il est toujours dans la roue du pouvoir, ce gars-là. Et le pouvoir qui peut aussi se défendre lui-même, comme on le voit avec un hashtag qui est apparu sur les réseaux sociaux, sans moi le 17, qui, lorsqu'on lit Dernières Nouvelles d'Alsace, on l'apprend, vient d'un employé de La République En Marche de Strasbourg. Donc on le voit dans l'article de Dernières Nouvelles d'Alsace qui déclare
Ce hashtag, sans moi le 17, se veut, explique son créateur, une réponse à la récupération de la grogne des automobilistes par Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Sauf que problème, cette personne qui est donc à l'origine de ce hashtag, c'est donc un employé de La République En Marche. On regarde la vidéo tout de suite qui le prouve. Un employé, il prétend être bénévole. Oui, un collaborateur de La République Voilà. En Marche, on va dire. On le va le voir dans cette vidéo tout de suite. Un mot d'ordre est devenu viral. Le hashtag « Sans moi le 17 ». Apparu pour la première fois le 26 octobre sur le compte Twitter de ce militant La République En Marche, Loïc Branchereau. En quelques clics, on découvre qu'il est responsable de la communication digitale pour l'antenne strasbourgeoise du parti d'Emmanuel Macron, à titre bénévole, précise-t-il. Alors, je ne mettrai pas cette vidéo sur le même plan que les textes des journalistes. Le pouvoir en place, il se défend. Le parti au pouvoir, il défend le gouvernement. Ça, c'est assez normal. Bon, on ne peut pas reprocher à ce militant de faire son travail de militant. Ce qui est plus gênant, c'est quand les journalistes font le travail que devraient faire les militants ou que font les militants de La République En Marche, parce que les journalistes, ils doivent être plus neutres. Ils devraient être plus neutres. Donc on a vu que le gouvernement était tétanisé et il y a eu tout un temps médiatique qui était celui de la crainte de la récupération politique. Donc on a par exemple un article de BFM TV, hausse du prix des carburants, la tentation de la récupération politique. Puis, évidemment, la récupération politique de l'extrême droite, avec une dépêche de l'AFP qui est ici reprise par 20 minutes, sous le titre « Prix du carburant, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen appellent à bloquer la France le 17 novembre ». Donc ça, c'est les médias qui... Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, la manifestation des Gilets jaunes, la manifestation du 17 novembre, elle est politique, par nature, puisqu'elle conteste l'impôt, elle conteste l'augmentation de l'impôt, et il n'y a rien de plus politique que l'impôt. Puisque l'impôt, c'est ce qu'on prélève, et l'impôt, c'est ce qui permet des dépenses. Donc la politique, ça consiste à dire il y a trop ou pas assez d'impôts, il y a trop ou pas assez de dépenses. Donc c'est politique. Par contre, c'est apartisan. C'est apartisan parce qu'effectivement, c'est un mouvement spontané qui va réunir des gens sans doute venant de partout. Mais ça n'est pas apolitique, c'est apartisan. Alors cette accusation de récupération politique, elle n'émane pas non plus que des médias, mais également sur les réseaux sociaux qui ont aussi une force de frappe médiatique. Il y a eu une accusation notamment par un assistant parlementaire à La République En Marche d'une récupération politique dans un tweet où il accuse la manifestation, tous ceux qui manifesteraient le 17 novembre, de cautionner une récupération par l'extrême droite. Et puis on a également, quand on revient encore sur le spectre médiatique, on a l'intervention du journaliste Quatremer, correspondant de Libération, qui déclare dans un tweet, qui est repris ici par un article de RT France, « Gilets jaunes, un mouvement beauf largement d'extrême droite ». Donc là, on est clairement face à une diabolisation et un jugement de valeur. Le marquis de Quatremer n'aime pas les beaufs. C'est un homme chic, le marquis de Quatremer. Il habite à Bruxelles, et dans les instances européennes, il n'aime pas les beaufs. Il faut le comprendre, petit marquis de Quatremer. Et sachant que quand quelqu'un sur Twitter le prend à partie en lui disant que le peuple souffre, lui répond dans un tweet « le peuple qui souffre, mais qu'il est con ». En s'adressant directement à l'internaute. Oui, le peuple qui n'a pas les mêmes opinions que les journalistes, mais oui, qu'il est con, mais bien sûr, le marquis de Quatremer a raison. Alors cette accusation de récupération par l'extrême droite, elle est finalement mensongère selon les médias qui, dans un deuxième temps, ont noté que, par exemple, la gauche, divisée sur le sujet, était quand même partie prenante de cette manifestation. Et puis on a même Christophe Barbier qui reconnaît que les manifestants ne sont pas des fachos. Jean-Luc Mélenchon, lui, dit pas autre chose que Xavier Bertrand. Il a dit hier soir que les Gilets jaunes n'étaient pas des fachos, mais des fâchés. Oh, pas fachos, mais quand même très chauds, les Français. C'est un peuple révolutionnaire. Puis quelque part, ils sont fâchés aussi contre le système capitaliste mondialisé. Ils n'aiment pas le monde dans lequel nous sommes, ils n'aiment pas ce 21e siècle. Et Christophe Barbier n'est pas le seul à reconnaître cela, puisque Gilles Boulot lui-même, face à Emmanuel Macron, l'a reconnu. Ce soir, les Français vous écoutent, ils vous regardent, y compris les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez des Gilets jaunes, ce mouvement spontané qui n'a pas été téléguidé par des partis politiques? Vous leur dites restez chez vous samedi? Je dis méfiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ce mouvement. Et finalement, même Jean-Luc Mélenchon appellera à soutenir la manifestation. On le voit dans un article de BFM. La France insoumise ne veut pas se pincer le nez devant la colère populaire. Même Libé reconnaîtra que les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement récupéré par l'extrême droite, puisqu'elle parlera de cette théorie comme tout à fait erronée.
L'Obs, dans un article titré « Les Gilets jaunes, c'est l'insurrection de Monsieur Tout-le-Monde », valide donc qu'il ne s'agit pas d'une récupération politique, en tout cas pas pilotée politiquement. Et enfin, dernier clou dans le cercueil de cette théorie, eh bien Libération qui évoque cette possibilité d'une récupération politique comme tout simplement une théorie du complot. Donc on voit bien que les médias admettent qu'il n'y a pas de récupération politique, même si dans un premier temps ça avait été évoqué. Pas de récupération partisane, encore une fois. Alors, je crois que c'est tout à fait intéressant. D'abord, c'est pas tout à fait Monsieur Tout-le-Monde. Je crois que ce sont les Français de la France périphérique, c'est-à-dire les gens qui vivent loin des centres-villes, qui ont besoin de la voiture pour travailler et pour lesquels le prélèvement de l'impôt essence ou diesel est considérable par rapport à leurs propres revenus. Donc c'est une catégorie bien particulière, à mon avis, mais qui touche évidemment beaucoup de monde, qui se sent le plus concerné. Le bobo de centre-ville qui travaille à 500 mètres de chez lui, il n'est pas concerné. Par contre, la France périphérique, elle est concernée. Donc ça, c'est un mouvement, et c'est un mouvement profond. On dit la France périphérique, on pourrait parler de la France profonde. La deuxième chose, moi, qui me frappe, c'est que l'accusation d'extrême droite, qui a longtemps été incapacitante, qui cassait des mouvements, elle a totalement fait flop. Parce que malgré tout, Marine Le Pen a appelé à soutenir le mouvement, sans y participer elle-même. Nicolas Dupont-Aignan a appelé à soutenir le mouvement, en y participant. Et l'accusation, entre guillemets, d'extrême droite, qui est d'habitude incapacitante, n'a pas empêché les choses de continuer à se développer et finalement la gauche de dire bah oui mais on peut quand même y aller. Oui, on risque quand même de trouver des gens d'extrême droite sur place, mais on peut quand même y aller. Donc je crois que c'est assez intéressant parce qu'à force d'utiliser l'épouvantail, extrême droite, il finit par perdre un peu de sa force. Vous savez, c'est comme les oiseaux qui font des nids dans les épouvantails parce qu'ils ont compris que ça n'était jamais que des épouvantails et que ça pouvait pas faire grand mal. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Très bien. On va voir ce qui se passe. Merci Jean-Yves pour cette allégorie ornithologique et nous allons désormais passer au zapping de la semaine. Français, maghrébins, antillais ou africains. Les origines des jeunes joueurs étaient illégalement écrites noir sur blanc par des recruteurs du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2018. Ce sont les nouvelles révélations des Football Leaks, des fichiers internes piratés publié par Mediapart. Le club confirme l'existence de ces formulaires illégaux, mais condamne une initiative personnelle. Ça m'a permis aussi avec le temps d'avoir cet appétit pour la différence et l'inconnu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes gens qui ne se sentent pas forcément compris ni concernés par cette société dans laquelle on vit aujourd'hui en France, parce que celle-ci est dirigée par des gens vieux, blancs et riches. D'où vient la guerre de 14-18? C'est pas les nationalismes, ça c'est la coloration politique qui donne à ça. C'est la compétition internationale, c'est la première grande mondialisation moderne au début du siècle à cette époque-là. Et donc c'est exactement les sources de ce qui a mené à cette grande boucherie. On les retrouve aujourd'hui avec la guerre économique en Europe. Et il ne comprend pas que les mêmes politiques qui mènent aujourd'hui, c'est ça qui a mené au grand massacre. Les poilus de 14-18, je les respecte. C'était des hommes, des vrais. Malgré l'horreur, ils restaient romantiques. Des French lovers, ils envoyaient des lettres enflammées à leur dulcinée. Ma chère Augustine, demain dès l'aube, nous partirons à l'assaut. Je garde en mémoire ton dernier baiser. Embrasse les enfants, Gontran et Marguerite. Bah, il n'y avait pas de Moundir à l'époque, hein. La PMA pour toutes, on voit qu'il y a des divergences de fond entre certaines élus, certains députés. Comment vous allez faire au moment du vote? Est-ce qu'il y aura une liberté de conscience? Moi, je défends absolument la mise en place de la PMA. Ça, je ne m'en suis évidemment jamais caché. C'est dans le projet du président de la République, dont je rappelle à nos parlementaires qu'ils se sont fait élire parlementaires en portant ce projet du président de la République. Les parlementaires qui se sont engagés sous les couleurs de la République En Marche sur ce sujet-là, on est extrêmement au clair.
Océane n'a parlé que quelques instants avec le président. Mais elle a pu lui présenter son parcours. La jeune femme de 19 ans est alors en CDD dans l'enseigne de grande distribution Carrefour, comme hôtesse de caisse. Emmanuel Macron a été sensible à ses craintes, car une demi-heure seulement après avoir échangé avec Océane, il revient vers elle. Elle va passer en CDI. Il s'est retourné vers moi et il a dit étant que j'y suis, le problème d'Océane est réglé, elle aura son CDI. Ce qu'il a fait pour moi, je n'oublierai pas. Et l'Angleterre finalement a renoncé à ce projet en expliquant que, en tout cas c'est une ONG qui accuse, enfin c'est une association de soutien à Asia Bibi qui dit que manifestement les autorités anglaises auraient peur de froisser la communauté pakistanaise. Elle était la figure du ras-le-bol des membres des forces de l'ordre. Maggie Biskupski s'est suicidée hier soir chez elle avec son arme de service. Elle avait créé l'association Mobilisation des policiers en colère en 2016. Après l'attaque au cocktail Molotov, 2 véhicules de service à Viry-Châtillon. Plusieurs de ses collègues avaient été blessés. Il y a un secret d'instruction. Ça fait partie de la définition d'une commission rogatoire, c'est le secret de l'instruction. Vous avez décidé de parler, de dire ce que vous avez ou pas subi. Je ne suis pas là pour juger ce qui s'est passé. Par contre, entre compartis, il n'y a eu aucune réponse de la police nationale. On a interdit à mes collègues de prendre la parole. On a interdit aux collègues qui sont intervenus, etc. Je vous donne, moi, la vérité de ce qui s'est passé en amont. On n'a pas eu le droit de répondre aux attaques. On a respecté l'instruction. Vous, non. Et je trouve franchement que venir vous victimiser à longueur d'émissions de télévision, non seulement vous ridiculise auprès de la population, mais vous ridiculise au carré auprès des populations que vous asseyez à longueur de journée par des humiliations, car vos cibles préférées, ce sont les pauvres et les milieux défavorisés. Pour être sortie de son devoir de réserve, la jeune femme de 36 ans était visée par une procédure de l'IGPN, la police des polices. Elle avait notamment fait part de son mal-être et critiqué l'inaction des pouvoirs publics. Maggie Biskupski était employée à la brigade anticriminalité des Yvelines. Non, c'était vraiment une course extraordinaire, oui. Merci Nicolas, c'est encore un très beau zapping, très riche. Et puis c'est sympathique de finir par l'image de la victoire de Joyon. C'est bien de savoir qu'il se passe quand même aussi de belles choses en France et pas seulement des nouvelles qui nous navrent. Voilà. Alors, par contre, dans les nouvelles qui nous ont navrés, il y a effectivement le suicide de cette policière. Et les séquences sont assez intéressantes parce qu'on le voit, la gnaque qu'elle avait pour défendre finalement son métier et ses collègues dans des situations difficiles. Je crois qu'elle a été poussée elle-même dans des situations très difficiles, qu'il y a eu des manipulations, des services de police, des pressions de l'inspection générale de la police nationale, et on a mis tellement de pression sur cette femme que, elle s'est retirée la vie. Ça, c'est une chose très, très triste. Elle avait fait une belle bataille, pourtant. Face à des gens, entre Théo et puis Moix, il y avait vraiment... c'était du beau monde en face d'elle, oui, vraiment. Asia Bibi. Alors ça, c'est très important, ce qui se passe en Angleterre. Asia Bibi, vous savez, c'est la chrétienne qui a été condamnée à mort au Pakistan parce qu'elle avait bu de l'eau dans un puits réservé aux musulmans. Elle a fini quand même par être graciée et elle cherche l'asile politique en dehors du Pakistan. La logique, comme elle est anglophone, que c'est un pays anglophone, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre a fait savoir qu'elle ne voulait pas lui donner l'asile politique, parce que si elle lui donnait l'asile politique, eh bien, ça pourrait susciter des problèmes avec la masse des musulmans présentes en Angleterre et à Londres. Et alors ça, c'est quand même très intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays européens? C'est que ceux qui méritent vraiment l'asile politique, Asia Bibi, on ne va pas lui donner, en tout cas pas en Angleterre. Snowden, on ne lui a pas donné. Il est réfugié en Russie. Assange, on ne lui a pas donné. Il est enfermé dans l'ambassade
de l'Équateur, je crois, Oui, c'est ça. à Londres. Voilà. C'est-à-dire que voilà 3 cas de gens qui méritent vraiment l'asile politique. On ne leur donne pas. Par contre, n'importe quel menteur, n'importe quel escroc qui arrive en Europe, qui demande l'asile politique, alors là, il a tous les droits. Et il y a même des associations, on le verra dans les tweets, qui leur racontent les bobards à raconter pour obtenir l'asile politique. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'asile politique en Europe? C'est que l'asile politique est refusé à tous ceux qui devraient l'avoir et accordé à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui ne devraient pas l'avoir. Voilà l'escroquerie sur l'asile politique. La PMA. Alors la PMA, on est là dans la désinformation subtile, parce qu'on dit ouverture de la PMA. Ça, c'est un mensonge. La PMA, elle est déjà ouverte. Il y a la procréation médicale assistée, il y a à peu près 2% des couples qui, ayant des difficultés pour avoir des enfants, recourent à cette méthode comme à d'autres méthodes, parce qu'il y a d'autres méthodes pour aider la procréation. Donc, elle est ouverte, la PMA, elle est ouverte aux couples. La question qui se pose actuellement, le grand débat, entre guillemets, c'est infiniment plus restreint, puisqu'il s'agit de parler de la PMA pour les couples de femmes lesbiennes. Donc c'est quand même, pardon de le dire, un petit créneau. Et là-dessus, on voit très bien qu'il est interdit d'avoir une opinion qui diverge un peu. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une députée, La République En Marche, une députée de Paris, qui a dit, sur cette affaire, le lobby LGBT est à la manœuvre. Bah oui, qu'est-ce que c'est qu'un lobby? Un lobby, c'est un groupe d'intérêt qui cherche à faire changer la loi dans le sens qu'il veut. Ça existe dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des lobbies de l'éolien, il y a des lobbies du bâtiment. Les lobbies, c'est quoi? C'est des groupes de pression, des groupes d'intérêt. Il y a des lobbies pharmaceutiques, et puis il y a des lobbies idéologiques. Il y a un lobby antiraciste, il y a un lobby LGBT. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire, parce qu'on vous dit, si vous dites lobby LGBT, c'est homophobe. Et homophobe, c'est un discours de haine, donc c'est interdit. Bah oui, il y a un lobby LGBT, il y a même des associations subventionnées. Il y a même des associations qui organisent des manifestations officielles. Donc ça existe. Mais on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Alors, on n'a pas le droit non plus de se moquer des humoristes. Parce qu'on voit un pseudo-humoriste avec Yacine Bellatar qui se moque des poilus qui écrivent à leurs femmes, en gros, la veille de monter à l'assaut et de mourir. C'est très drôle, c'est extrêmement drôle. On se moque de leurs prénoms, d'ailleurs. Là, on a le droit de se moquer des prénoms français des années 1900, qui redeviennent d'ailleurs à la mode, par parenthèse. Voilà. Là, mais eux ont le droit de se moquer des poilus qui sont morts au combat. Ils ont le droit. Bon, mais par contre, on n'a pas le droit de les critiquer, puisque Damien Rieu, qui a fait circuler la vidéo de ce pseudo-humoriste avec Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, c'est un humoriste de cabinet ministériel, hein, c'est un proche de Macron. Voilà. Il y a un humoriste de cabinet ministériel, on trouve ça en Corée du Nord, mais on trouve ça dans 2 pays, la Corée du Nord et la France. Voilà. Bon. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais on ne veut pas tout commenter. Il y a Daniel Obono qui nous fait un petit cours de marxisme, mais pourquoi pas. Et puis, on découvre qu'il y aurait un problème de fichage ethnique dans le football. Entre nous, le football, s'il y a un domaine où le grand remplacement est quand même très avancé, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si c'est très pertinent de se préoccuper du fichage ethnique dans le football. Voilà. Ben, merci pour ce zapping, Nicolas. Merci, Jean-Yves. Et passons au deuxième sujet, Macron et Trump, de l'armistice à la guerre. Alors Jean-Yves, avant de commenter la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron, qui mérite un développement, attardons-nous quelques instants sur l'incident diplomatique qui a touché la présidence serbe lors des commémorations de l'armistice du 11 novembre, puisque, comme nous l'apprend le Huffington Post, le président serbe s'est indigné de sa place sous l'Arc de Triomphe.
Il a été placé dans une tribune qui n'était pas la tribune d'honneur, face à cette fameuse tribune d'honneur, où était placé en face de lui son homologue kosovar, qui était donc lui dans les bonnes places. Problème, ça a été très mal perçu par le président serbe, qui était le président d'un pays qui a beaucoup souffert durant la Première Guerre mondiale. Et dans cet article du Huffington Post, qui reprend ses propos, il déclare « Il me semble que je regardais tout le temps le sol et l'écran, ne croyant pas ce que j'étais en train de voir devant moi, et sachant le sacrifice payé par le peuple serbe dans la Première Guerre mondiale. » Alors, France Info a également traité cette question en creusant un petit peu le sujet et en remettant en perspective ce qui est louable, les choses, en citant notamment le nombre de morts lors de la Première Guerre mondiale pour le peuple serbe. Donc sur 4,5 millions d'habitants, 1,25 million de personnes ont été tuées, donc 450 000 soldats. Donc c'est un sacrifice très important. Et en reprenant aussi une information du Figaro sur la réaction des chefs de la diplomatie française qui ont avoué, bien tout simplement, avoir merdé, c'est leur mot. Donc qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne crois pas. Je ne crois absolument pas au fait qu'ils aient merdé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Serbie a été un acteur important de la Première Guerre mondiale, et même un acteur déclencheur, puisque ceux qui ont tué l'archiduc François-Joseph à Sarajevo étaient quand même en liaison avec les services serbes. Donc la Serbie a été un acteur important, et même peut-être excessif, on peut dire, de la Première Guerre mondiale. Mais en tout cas, quand on commémore l'armistice, elle avait évidemment une place tout à fait éminente. Et qu'est-ce que fait la diplomatie française ? Il rejette le président serbe dans une tribune annexe, en mettant dans la tribune principale et derrière le président Macron, le président du Kosovo, qui est un petit État dissident albanais issu de la Serbie. C'est une provocation absolue. Alors, on nous dit, il y a un journal qui cite... Alors, les journalistes, franchement, ils n'enquêtent pas beaucoup. Hein. Ils n'enquêtent pas beaucoup. Puis il y a un journal qui nous dit, ah bah oui, on nous a dit à l'Élysée, on a merdé. Tu parles. On n'a pas merdé. On a fait une provocation délibérée. Car il est impossible, le chef du protocole de l'Élysée, c'est un diplomate de carrière. C'est un diplomate de carrière. Ministre plénipotentiaire. Ancien ambassadeur en Estonie, je crois, issu du cadre diplomatique d'Orient, ayant fait des études slaves. Il connaît ça par cœur. L'affaire de la Serbie, l'affaire du Kosovo, il la connaît par cœur. Donc il ne peut pas, l'histoire quand même des Balkans, il a dû aussi l'apprendre. Et donc, il ne peut pas laisser passer ce qui serait une faute majeure s'il n'a pas un ordre politique de faire cela. Donc ce n'est pas une erreur, c'est une provocation diplomatique. Et ce qui est anormal, c'est que la presse n'ait pas fait l'analyse que je viens de faire, qui est tout à fait évidente, en un petit peu de connaissances historiques et en 2 clics, c'est fait, quoi. Voilà. Et la presse ne le fait pas. Alors passons à une autre provocation, ou pas peut-être, c'est-à-dire les débats entre... la crise entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Alors on va regarder, puisque il ne vous a pas échappé qu'en rentrant de France, Donald Trump a tweeté. On va regarder une petite vidéo pour nous montrer comment réagit Laurence Ferrari à cela. Le président américain était encore ce dimanche à Paris, et puis il est rentré à Washington, et à nouveau il s'est lancé dans une salve de tweets très désagréables contre Emmanuel Macron. Alors ces tweets qui ont scandalisé certains observateurs médiatiques, dont Laurence Ferrari, ce sont ceux de Donald Trump. Les voici. 2 tweets dans lesquels il attaquait Emmanuel Macron, notamment via sa cote de popularité, et puis sur le taux de chômage en France, qui est évidemment plus élevé qu'aux États-Unis. Alors les médias ont traité de manière plutôt étonnante ces tweets. Tout d'abord avec un article de RFI qui titre « Trump attaque Macron dans une pluie de tweets, Paris minimise ». De son côté, France Info titre « Donald Trump s'en prend à la France et à Emmanuel Macron sur Twitter ». Donc on voit déjà que sur France Info, il y a la notion de France en plus. Oui, alors en fait, il ne s'en prend pas, on s'en prend, ça a un côté agressif. Il ne s'en prend pas à la France. En l'occurrence, il dit la France, c'est un pays nationaliste, c'est un pays où les gens sont très fiers, et ils ont raison de l'être. Donc c'est pas franchement, il s'en prend pas à la France, il s'en prend à Macron. Oui, ça c'est vrai, mais il s'en prend pas à la France. Donc là, il y a un petit
une petite dérivation de nos amis de France Info qui ne sont pas à une mésinformation près. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir une petite idée, parce que les médias ne s'interrogent pas sur ces attaques, pour avoir une petite idée de la raison, eh bien, il faut aller voir certains petits médias, comme par exemple le Dauphiné, qui donne la parole à François Durper et qui déclare que Trump s'est senti marginalisé. Alors cette déclaration, elle est finalement intéressante, puisque effectivement, il y a eu, semble-t-il, durant les cérémonies de l'armistice, quelques mésententes entre les deux hommes, et on va le voir dans une vidéo notamment. On a vu Emmanuel Macron et Donald Trump tactiles ensemble, comme à l'accoutumée. Ils affichent ostensiblement leur amitié. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, dans laquelle Astrid Mesmorian, la journaliste de France 2, déclare qu'il n'y a aucun souci entre les deux hommes, eh bien, en fait, c'est une analyse qui est erronée. Et c'est là qu'intervient RT France, qui, dans un article, eh bien, analyse complètement différemment et à meilleur escient cette chose-là, cette relation entre les deux hommes, en déclarant que Trump a été peu réceptif aux caresses d'Emmanuel Macron. Et puis on va voir une petite vidéo qui confirme que c'est RT France et pas France 2 qui a eu la bonne analyse. Est-ce qu'ils vont s'arrêter peut-être pour une photo, une poignée de main? Ah, pas de poignée de main. I wanted to welcome my good friend President. No. I will say this. Thank you. Oui, alors là, Macron est totalement en dehors des usages diplomatiques. D'abord, les usages diplomatiques supposent un minimum de distance entre les chefs d'État. À supposer qu'il veuille afficher une connivence et donc qu'il limite un peu la distance, à ce moment-là, il faut qu'il y ait réciprocité. Or, on voit Macron passer son temps à chercher à plotter Trump, qui manifestement n'est pas satisfait de cette situation. Honnêtement, ce sont des vidéos qui seraient gênantes entre deux personnes, j'allais dire, ordinaires, et qui sont quand même hallucinantes s'agissant de deux chefs d'État. Enfin, l'un des chefs d'État, le nôtre, malheureusement. Moi, Macron, je trouve qu'il humilie la France avec ce genre de scènes, quoi, incroyables. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a ces scènes, pourquoi il y a cette gêne entre les deux hommes. Eh bien, tout est parti des propos d'Emmanuel Macron lors d'une interview sur Europe 1 avec Nikos Aliagas, dans laquelle il prend comme ennemi potentiel de la France les États-Unis aux côtés de la Russie et de la Chine. Alors, selon l'Élysée, il s'agissait d'une confusion de la part du président Donald Trump. Les propos d'Emmanuel Macron, eh bien, les voici. Après, en évoquant les tentatives d'intrusion dans le cyberespace, il déclare « Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique ». Donc, ce sont des propos qui, même s'il n'y a pas de mention d'armée spécifiquement, comme le déclarait Donald Trump, puisque c'était un propos annexe à côté, eh bien finalement, c'est bien lui qui a le premier attaqué les États-Unis dans cette interview, et c'est même Clément Viktorovitch qui en convient sur CNews. Et donc, qu'entend Donald Trump? Il entend ce qu'effectivement Macron dit, c'est qu'il fait passer les États-Unis pour une puissance autoritaire. Oui, et qu'il faut se protéger des États-Unis avec notre armée. Oui. Donc, il y a bien, à l'origine, il y a bien une erreur, une maladresse d'Emmanuel Macron. Alors, je crois que là aussi, si on prend les usages diplomatiques, on ne mentionne pas ouvertement certains États, sauf cas tout à fait exceptionnel. Quand le général de Gaulle avait construit la force de frappe dans les années 60, il avait dit qu'il la destinait, qu'elle était tous azimuts. Tous azimuts, ça voulait dire qu'elle était destinée à nous protéger de l'ensemble des acteurs internationaux. Mais il n'avait pas cité les acteurs internationaux. Il n'avait pas cité la Chine, il n'avait pas cité la Russie, l'Union soviétique à l'époque, et il n'avait pas cité les États-Unis. Il respectait les usages diplomatiques, ce que Macron, manifestement, ne respecte absolument pas. Et donc, Macron ne s'est pas arrêté à cet irrespect-là, puisqu'il a, volontairement ou non, commis d'autres impairs. Alors, on va s'attarder sur le cas d'Angélique Kidjo, qui est donc la chanteuse qui a donné une interprétation d'un hymne togolais lors de cérémonies du 11 novembre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette chanteuse-là, ce n'était pas seulement une chanteuse talentueuse, mais surtout une opposante de la première heure à Donald Trump, et dans les médias
personne ou quasiment personne ne l'a dit, sauf entre autres André Berkoff. Donc Angélique Kidjo était là à chanter. Or, il faut rappeler simplement, et Trump le savait, et je pense que Macron le savait, qu'Angélique Kidjo était l'une des premières à manifester contre Donald Trump, notamment à New York, lors de l'investiture. Il faut le savoir. Elle a dit Donald Trump est un tyran, Donald Trump est un salaud. Donc c'était une provoque française que de la mettre en scène. Je ne sais pas si c'était une provoque française, mais en fait, Donald Trump connaissait très bien Angélique Kidjo, il l'avait vue, et parmi les choses qui se sont passées, il n'a pas du tout apprécié. Oui, alors c'est tout à fait... D'abord, pourquoi faire chanter une chanteuse béninoise pour commenter la fin de la guerre de 14, l'armistice de la guerre de 14? C'est déjà une idée quand même étonnante. De surcroît, prendre une chanteuse qui est une opposante de Trump, alors qu'on invite Trump, c'est quand même là encore manquer absolument à tous les usages... diplomatiques, quoi. Mais vraiment. Et alors, on va me dire, il ne savait pas. Bien sûr que si, il savait. Car il faut quand même penser, nous, je vais vous dire, nous, on aurait le droit de faire des erreurs. Parce qu'on travaille avec des bouts de ficelle. Mais Macron, il a tout l'appareil d'État derrière lui. Il a l'appareil diplomatique. Il a l'appareil du ministère de l'Intérieur. Je veux dire, il ne peut pas. S'il le fait, c'est qu'il le fait délibérément. Alors, ce qui est intéressant dans le traitement médiatique de cela, c'est tout simplement que, à part le Huffington Post, qui, dans un extrait de son article sur la prestation, note, après l'élection de Donald Trump, elle a notamment chanté lors de la marche contre son investiture en janvier. Donc, il y a le Huffington Post qui le note, mais sinon, Le Monde, Libération, Le Figaro, aucune mention de cette information qui est pourtant de première importance. Même si, finalement, pour Laurence Ferrari, c'est quelque chose d'anecdotique. On va le voir tout de suite. Il multiplie les provocations. Ça a été le cas également en faisant chanter une chanteuse qui est une militante anti-Trump devant Trump à l'occasion du 11 novembre. Il est dans la provocation. Magnifique chanson. Par ailleurs, non mais incontestablement, elle a très bien chanté, c'est pas le sujet. Mais est-ce que c'est indispensable quand on invite le président des États-Unis à Paris de faire chanter devant lui une femme qui a été une opposante politique? Non, c'est pas anecdotique. C'est une gaffe. C'est Macron la gaffe. Ou c'est pas une gaffe d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est une provocation. Voilà. Il ne faut pas s'étonner que Trump, qui a un côté quand même un peu taurin, on lui agite en permanence des chiffons rouges, ça le fâche un peu. Ça se comprend quand même. Alors, et ce n'était pas la seule polémique, puisque toujours sur le passage de Donald Trump, il y a 3 militantes féminines qui se sont élancées pour lui couper la route. Alors 2 ont été arrêtées immédiatement, mais une a réussi à passer la sécurité jusqu'à se mettre en travers du convoi présidentiel américain. Et donc, le traitement médiatique de cette affaire est plutôt neutre, puisque que ce soit sur France Info, où l'on parle de manière très neutre de l'affaire, ou sur l'Obs, qui en parle comme d'un imprévu parmi d'autres, le traitement est plutôt neutre sur cette question qui aurait pu, finalement, si ça avait été une autre personne que les femmes, être quand même problématique. Alors, là aussi, il y a deux manières de voir les choses. Est-ce que c'est l'incompétence? Est-ce que c'est la provocation? Est-ce que c'est l'incompétence? Parce que les femmes, on sait qu'elles sont coutumières de ce genre de fête, et on sait qu'elles sont à la fois très hostiles à Trump et à Poutine, qui étaient là. Bon, voilà. Donc, il est quand même tout à fait étonnant qu'elles n'aient pas été au minimum un peu surveillées par les services de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est capable de monter une opération bidon à propos des soi-disant Barjols, des soi-disant terroristes d'ultra-droite. Là, pour monter une opération bidon, ils sont bons, mais pour suivre les femmes, qui sont une petite dizaine et dont on sait qu'elles sont coutumières du fait, apparemment, il n'y a personne. Alors, soit c'est de l'incompétence, soit... là aussi, c'est de la provocation. On les laisse faire. D'ailleurs, ces filles ont souvent des cartes d'accréditation de journalistes. C'était le cas. On se demande comment elles ont des cartes d'accréditation de journalistes. Bon, donc c'est probablement là aussi une provocation. Voilà, ou une gaffe, ou une incompétence, ou une provocation. Ça commence à faire beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, et pour clore ce chapitre, c'est que le traitement médiatique sur la question fait l'impasse sur tout ce qu'on vient de soulever. Et c'est là où ça pose question aussi sur le rôle des médias dans l'analyse de ces faits d'actualité. Aucun recul, aucune mise en perspective, aucune recherche.
l'affaire de la chanteuse béninoise, on le sait en 2 clics. C'est quand même incroyable, quoi, de ce manque. C'est un mélange de complaisance et de paresse. Et bien sur cette analyse, passons au tweet de la semaine. Alors, merci pour ces tweets. Certains sont drôles, d'autres méritent un petit commentaire que je vais faire. Alors d'abord, on a une petite manipulation statistique par le Parisien qui nous explique que pendant la Première Guerre mondiale, il est mort plus de Mohamed que de Martin. Alors que pendant la Première Guerre mondiale, les pertes des troupes venues d'outre-mer, c'est moins de 5%. Et que 95%, ce sont les poitrines françaises, les poitrines des Français de souche. Alors comment le Parisien a sorti sa statistique? C'est très simple. Il compare le prénom Mohamed, qui est extraordinairement utilisé dans le monde musulman, au prénom Martin, qui était très très peu utilisé au début des années 1900 en France. Qu'est-ce qui est fréquent en France? C'est le nom Martin, mais ce n'est pas le prénom Martin, en tout cas pas dans les années 1890. 1900. Donc il y a vraiment une manipulation statistique pour faire croire un mensonge, à savoir que la Première Guerre mondiale a d'abord été faite par les troupes venues d'ailleurs, alors qu'évidemment les troupes venues d'ailleurs ont eu un rôle global, très marginal. 4 à 5% des effectifs, 4 à 5% des pertes, rappelons-le. Ensuite, on a Le Monde qui nous fait une manipulation par l'image à propos, il y aurait des statistiques qui montreraient que les agressions antisémites ont augmenté de 69%, ce qui est tout à fait possible et même vraisemblable. Mais pour illustrer la montée de ces agressions antisémites, on prend le poisson chrétien, on prend la croix de Jérusalem et on prend le cœur vendéen. Donc on insiste lourdement sur le fait que ça viendrait des milieux catholiques et sans doute des milieux catholiques traditionnalistes, alors que c'est totalement faux. C'est venant des milieux musulmans, c'est dans les banlieues de l'immigration, et là où il y a des gens qui viennent des banlieues de l'immigration, qu'il y a la majorité des agressions antisémites. Donc là, on a une désinformation par l'image. On nous sort une statistique, mais on ne nous dit pas qui est à l'origine de la montée de cet antisémitisme. Et là, il y a une désinformation qu'on trouve partout dans la presse, et qui dans le monde est particulièrement vicieuse, parce qu'on suggère à l'inverse de la réalité. Dernier point. Le Canard enchaîné révèle que l'affaire dite des Barjols, ces gens d'ultra-droite qui voulaient s'en prendre à Macron, c'est totalement bidon. C'est un montage de la direction générale de la sécurité intérieure, les services de renseignement de la police politique française, on va dire. C'est quand même tout à fait préoccupant. Et c'est préoccupant notamment quand on voit ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, l'équivalent du patron de la DGSI allemande s'est fait virer, M. Maassen, parce qu'il a refusé de couvrir un mensonge médiatique. Il y a eu une accusation de ratonnade à Chemnitz,
lancée par les médias, lancée par l'extrême gauche, reprise par les médias. Le responsable du renseignement allemand a dit « ce n'est pas vrai ». Et comme il a dit « ce n'est pas vrai », on l'a viré parce qu'on lui a reproché d'avoir dénoncé un mensonge. Ce qui veut dire à quel point il va falloir être prudent pour tout ce qui viendra et de la police politique allemande et de ce qui vient de la police politique française. Oui, effectivement, il va falloir être prudent. Est-ce que vous aviez d'autres tweets à commenter? Eh bien oui, un autre tweet qui incite aussi à la prudence, puisque une journaliste américaine, Lauren Southern, que j'incite beaucoup à suivre, a montré que les ONG apprenaient aux migrants à mentir, à raconter aux migrants, aux immigrés, aux clandestins, apprenaient à mentir pour essayer d'obtenir le droit d'asile. C'est tout à fait intéressant aussi. Effectivement, passons donc au troisième sujet, Macron et Facebook à marche forcée vers 1984. Ce lundi, Emmanuel Macron était à Paris au GovTech Summit pour annoncer un partenariat avec Facebook, son discours en vidéo. Aujourd'hui, quand je regarde nos démocraties, Internet est beaucoup mieux utilisé par les extrêmes, par les discours de haine, ou par la propagation des contenus terroristes que par beaucoup d'autres. Facebook accueillera prochainement une délégation de régulateurs français qui auront pour mission, avec les experts de la plateforme, d'élaborer des propositions conjointes, précises et concrètes sur la lutte contre les contenus haineux ou offensants. Le Monde traite de ce discours en titrant « La France et Facebook vont collaborer pour lutter contre la haine sur le réseau social ». Et quand on s'intéresse à l'article en lui-même, on apprend que le groupe de Mark Zuckerberg a donné son accord à une expérience de 6 mois et pour laquelle il donnera accès au gouvernement français aux méthodes et au personnel du réseau social chargé de faire la chasse aux contenus racistes, antisémites, homophobes ou sexistes. Dans cet article, on apprend également que pour l'Élysée, cette expérience sera un moyen d'attester ou non si l'entreprise est de bonne foi et fait les efforts nécessaires pour lutter contre les contenus haineux. Donc globalement, sur cette affaire, les médias sont neutres ou complaisants. Exemple avec Libération qui titre « Internet, Macron se pose en champion de la co-régulation ». Donc on a l'emploi de deux termes plutôt amélioratifs, champion et co-régulation, qui est un terme qui est tout nouveau. Et puis on a également le sous-titre de cette partie qui s'appelle « Diplomatie numérique ». Donc on est dans l'utilisation de termes qui sont quand même amélioratifs. Dans cet article, on apprend également que l'Élysée se félicite que Facebook accepte d'ouvrir ses portes et imagine déjà dupliquer l'expérience, si elle fonctionne, dans d'autres domaines que le discours de haine. Donc on a une ouverture possible dont nous fait part Libération sous des titres... À une censure encore plus vaste. Exactement. Pour l'Obs, Facebook va travailler avec la France pour lutter contre les contenus haineux. Là où c'est intéressant dans le traitement médiatique, c'est que l'Obs va plus loin que Libération et le Figaro en donnant la parole à des acteurs extérieurs au simple communiqué de presse de la présidence. Notamment, il cite un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui avait dénoncé une très grande impunité vis-à-vis des discours de haine sur Facebook, Twitter et YouTube. Et l'Obs cite également des tests effectués par l'UEJF, SOS Racisme et SOS Homophobie qui ont bien entendu montré des résultats consternants. Alors c'est intéressant puisqu'il y a d'autres entités qui sont spécialistes de cette question et qui sont pour le coup plutôt opposées à la régulation aveugle du net et qui ne sont pas citées. On peut prendre l'exemple de la Quadrature du net qui a réagi à cette annonce du président en déclarant que cette collaboration annoncée entre l'État et Facebook n'était que le prémisse aussi sournois que révélateur d'une régulation et d'un contrôle plus global sur le net. Donc il y a une question qui se pose, pourquoi aucune mention d'experts opposés au plan de Macron et pourquoi aucune mise en perspective plus générale, comme par exemple avec la nomination en 2013 déjà de Laurent Sauli à la tête de Facebook, ce préfet hors cadre qui avait donc été nommé et qui en début d'année participait aux assises du vivre ensemble organisées par Ouest France. Donc il y a là une petite problématique médiatique, sachant que finalement, c'est Vladimir Poutine qui, en visite en France et au micro de RT France, a peut-être donné une leçon d'impartialité médiatique aux médias français. On l'écoute.
Nos collègues occidentaux ont toujours dit que l'un des principes essentiels de la démocratie était la liberté de diffusion de l'information. De décider quels sont les bons ou les mauvais médias, c'est inacceptable. Cela n'a rien à voir avec la démocratie. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut présenter un point de vue opposé, donnant aux spectateurs, auditeurs et utilisateurs d'Internet la possibilité d'y voir plus clair, de décider par eux-mêmes où est la vérité et où cette vérité est déformée. Alors, toute cette séquence est à la fois très intéressante et très préoccupante. Bon, c'est très intéressante, c'est quand même amusant de voir qu'aujourd'hui, la défense de la liberté d'expression et d'opinion, elle est assurée par le président russe. Quand même, pour ceux qui ont connu l'époque de l'Union soviétique, c'est tout à fait intéressant. Et il tient des propos très modérés et dans le cadre diplomatique. On voit un chef d'État qui intervient à la limite de son domaine, puisqu'il parle de ce qui se passe dans les États étrangers, mais en restant dans un vocabulaire, dans un langage, dans un ton diplomatique. C'est la vieille culture européenne qui est encore présente là-bas. Ensuite, je pense qu'on a un festival de novlangues, parce qu'on emploie le mot régulation. Évidemment, le mot régulation, c'est plus chouette que le mot censure. Et puis, on emploie le mot contenu haineux. Qu'est-ce que ça veut dire? Contenu haineux ou offensant? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est contenu politiquement incorrect. Or, c'est précisément ce qui est politiquement incorrect qui a besoin d'être protégé par la liberté d'expression. Et puis, alors, Le Monde, ils sont quand même extraordinaires, parce que vous voyez, j'ai là leur titre sur les initiatives de la France pour lutter contre la haine sur le web. Donc là, c'est très majoratif. Mais dans le même journal, ou le journal qui est paru un jour avant ou après, on a une pleine page sur la censure à Hong Kong. À Hong Kong, les critiques de Pékin intimidées, les entraves contre la liberté d'expression d'écrivains, de caricaturistes et de journalistes se multiplient. Ils vont chercher ça à Hong Kong. Parce que quand Zemmour est interdit sur les chaînes publiques françaises, ça ne les intéresse pas. Quand un caricaturiste se voit fermer la salle où il devait dédicacer, ça ne les intéresse pas. Quand un écrivain comme Renaud Camus perd son éditeur, ça ne les intéresse pas. Mais alors là, à Hong Kong, une pleine page. Alors, moi, j'ai peut-être une explication sur ce double discours, Jean-Yves. J'ai extrait une séquence de ce même discours d'Emmanuel Macron. Et vous allez vite comprendre que les journalistes français sont très bien vus par Emmanuel Macron. On regarde la vidéo ensemble. Internet constitue un formidable vecteur d'accès au savoir, mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu l'espace privilégié de la désinformation, de la rumeur. Et donc, il nous faut des tiers de confiance. Il nous faut travailler ensemble sur le statut de la preuve, du fait, de la vérité dans Internet. Et il nous faut consolider les tiers de confiance démocratiques que sont en particulier les journalistes. Alors, dans le monde d'Emmanuel Macron, les journalistes sont les gardiens de la vérité, finalement. Absolument, on l'a vu tout au long de cette émission. Alors, ce qui est intéressant quand il dit « il y a des gens qui vont fixer la vérité ». Eh bien, non. Dans la pensée européenne, puis pas depuis hier, depuis 2500 ans, dans la pensée européenne, on arrive à la vérité, en dehors des dogmes religieux, on arrive à la vérité par le débat, par la libre confrontation. Donc, il faut qu'il y ait la thèse blanche qui soit exprimée, confrontée à la thèse noire, confrontée éventuellement à la thèse rouge, confrontée à la thèse verte. C'est comme ça qu'on peut arriver à la vérité. C'est pas le tiers de confiance stipendié qui va dire « ah bah non, c'est cette thèse-là qui est la bonne et en dehors de cette thèse, il n'y a pas de discussion ». C'est de la discussion que jaillit la lumière, paraît-il. Eh bien écoutez, c'est une excellente conclusion. Est-ce que pour terminer ce numéro d'Immédiat, vous avez un coup de chapeau cette semaine? Oui, alors ça va être un peu paradoxal parce que j'aurais deux coups de chapeau. Le premier coup de chapeau, c'est au Huffington Post, parce que je trouve qu'ils ont pas mal fait leur travail, notamment sur l'armistice et sur d'autres sujets. Bon, le Huffington Post, c'est pas souvent qu'ils méritent un coup de chapeau, mais là, ils en méritent un. Et ils ont aussi publié un texte, je crois, très intéressant de Nicolas Cochard, qui est un ancien enseignant qui a perdu un de ses camarades dans l'affaire du Bataclan, qui revient dessus avec, je trouve, des mots très justes. Il parle de son expérience d'enseignant, il parle et aussi il assume. Alors ça, c'est intéressant. Il dit, il y a ceux qui disent « je n'ai pas la haine », je les comprends, mais moi, j'ai la haine contre les gens qui ont tué mon camarade, j'ai la haine contre les gens qui détestent notre pays, j'ai la haine, voilà. Et donc, lui, on va lui couper le sifflet, peut-être, avec la volonté de M. Macron. Je vous recommande d'aller voir ce texte, amis internautes, parce que c'est un bon texte.
qui est bien écrit et qui part du sentiment aussi. Très bien, écoutez, merci Jean-Yves. J'adresse un appel habituel à nos téléspectateurs d'envoyer vos ressentis sur cette émission, vos améliorations éventuelles, votre veille médiatique aussi, des sujets qui peuvent vous apparaître intéressants et que vous voulez partager avec nous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Et puis, eh bien, écoutez, Jean-Yves, merci pour cette émission. Et rendez-vous pour la prochaine Immédiat. Exactement, à bientôt.